population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Amis auditeurs, bonjour. Vous écoutez Radio Cotonou. Nous sommes ensemble pour les prochaines heures sur la Dominicale de vérité franc-parler. Vous le savez déjà, obtenir son acte de naissance en quelques minutes seulement, sans avoir à vous déplacer à la mairie ou à faire des démarches administratives compliquées, c'est désormais possible au Bénin grâce au guichet unique d'enregistrement des naissances. Un système innovant mis en place par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Mais c'est quoi le guichet unique d'enregistrement des naissances? De quoi retourne-t-il exactement? Comment cela fonctionne-t-il? Est-ce une véritable révolution pour l'état civil au Bénin? Nous allons explorer ces différentes préoccupations dans franc-parler de ce dimanche avec Monsieur Herbert Assogba. Il est le responsable des politiques, des partenariats et de la communication multicanale à l'Agence nationale d'identification des personnes. Monsieur Assogba, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions pour votre disponibilité à la Dominicale de vérité sur Radio Cotonou. Le guichet unique d'enregistrement des naissances, une révolution pour l'état civil au Bénin, c'est le thème de franc-parler de ce jour. Nous consacrerons la première partie de cette émission, bien évidemment, au guichet unique d'enregistrement des naissances, et en deuxième partie, nous dirons un mot sur la liste électorale informatisée à la mise en onde de Job Tikpé, prise de vue également, Job Tikpé, présentation Brice Bill Haïtedi. Merci de prendre le rendez-vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Vous pouvez interagir avec nous dans cette émission en appelant les numéros 01 50 52 52 73 01 68 87 67 00 pour poser vos questions. Vous pouvez également déposer vos questions sur le numéro WhatsApp 01 52 x 52 73. Vous êtes attendu dans une quarantaine de minutes environ. À nouveau, bonjour, Monsieur Assogba. Bonjour, Brice. Alors, vous êtes responsable des politiques et des partenariats de la communication multicanale à l'Agence nationale d'identification des personnes. Que faites-vous concrètement à ce poste-là? Merci, Brice. De par mes fonctions à l'Agence nationale d'identification des personnes, je suis directement rattaché au directeur général de l'agence que je conseille sur les politiques amené par l'agence en termes de prestations usagers, en termes de données, et également sur le plan de la communication à l'adresse des usagers et la communication institutionnelle. Okay. Bien évidemment, je m'appuie également sur les directives du directeur général en matière de coopération avec les institutions, avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Mais en matière de communication, on vous voit ou on vous entend très peu, hein? Vous travaillez beaucoup dans l'ombre, c'est cela? Mais non, nous agissons sur les réseaux sociaux, à travers nos différentes pages et bien évidemment à la télé, à la radio. Et nous sommes présents. D'accord. Non, je parle de vous-même en tant que personne, en tant que responsable des politiques, des partenariats de la communication multicanale à l'Agence nationale d'identification des personnes. On vous voit très peu dans la presse. Il y a plusieurs acteurs que nous mettons sur le terrain, mais nous-mêmes, nous intervenons sur plusieurs stations radio. Vous m'avez invité. Et pour ce matin, la preuve, je suis là. Vous y êtes. Merci. Merci pour cette disponibilité-là. On revient maintenant au sujet de ce jour. Guichet unique d'enregistrement des naissances. Une révolution pour l'état civil au Bénin. Je rappelle que nous recevons le responsable des politiques, des partenariats de la communication multicanale à l'ANIP, Monsieur Herbert Assogba. Dites-nous. C'est quoi le guichet unique d'enregistrement des naissances et pourquoi son installation? Pourquoi l'installation du guichet unique d'enregistrement des naissances? Depuis le 6 janvier 2021,
le Bénin expérimente un nouveau dispositif légal qui a été consacré par la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion de l'enregistrement dématérialisé des faits d'état civil. Je tiens à préciser ici que c'est une loi qui a révolutionné l'état civil au Bénin et qui simplifie et modernise tout le processus. Et cette loi a institué un nouveau mécanisme de déclaration des faits d'état civil en confiant notamment la charge de la déclaration d'une naissance qui intervient dans un hôpital à l'agent accoucheur. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette loi, l'ANIP a mis en place un dispositif en enregistrant les numéros des agents de santé autorisés à déclarer les naissances qui interviennent au sein des formations sanitaires. Et dans ce cadre, les enfants qui naissent à travers un téléphone dont le numéro est autorisé, l'agent de santé compose un code court simple, étoile 139 dièse, avec le NPI des parents, la date de naissance de l'enfant, et directement, notre système récupère l'information. Mais la loi également a disposé que les parents doivent participer à la complétude des informations de l'enfant en se rendant dans les guichets de l'ANIP implantés dans les mairies et les arrondissements des communes à statut particulier pour assurer la complétude des informations de l'enfant. Nous, aujourd'hui, à l'ANIP, le directeur général notamment est très regardant sur les données statistiques et qui le pousse vraiment à prendre des décisions sérieuses, à rechercher la cause des problèmes. Et nous avons remarqué qu'il y a une grande différence entre les informations qui nous parviennent directement des formations sanitaires, c'est-à-dire le taux de déclaration de naissance au Bénin est très élevé, pratiquement près de 98%. Des naissances qui interviennent dans les formations sanitaires sont effectivement déclarées par les agents de santé. Je tiens vraiment à saluer tout ce personnel pour ce qu'ils font, parce que la sage-femme, elle est d'abord occupée à donner la vie à l'enfant et à préserver la vie de la maman qui est accouchée, mais elle a toujours eu le temps de faire la déclaration de la naissance de l'enfant. Mais la deuxième responsabilité revient aux parents de se déplacer vers les unités de l'ANIP pour procéder à l'enregistrement de l'enfant. Nous avons des informations brutes qui nous parviennent de l'hôpital, telles que oui, dans telle formation sanitaire à telle date, il y a telle naissance. Il y a telle naissance. Oui. Mais il manque des informations complémentaires que les parents doivent pouvoir assurer. Ce qui fait qu'il y a une grande différence entre le nombre de naissances déclarées et le nombre de naissances régulièrement enregistrées avec des informations au complet. L'ANIP a pris la décision de se rapprocher à travers la mise en place d'une phase pilote pour combler ce déficit en permettant aux parents, déjà à la naissance, de pouvoir enregistrer l'enfant déclaré par les sages-femmes directement au sein du guichet unique qui est implémenté. Donc les parents n'auront plus besoin de se rendre dans une mairie où parfois ils doivent faire des allers-retours plusieurs fois pour finaliser l'enregistrement et en plus revenir obtenir l'acte de naissance. Donc les guichets que nous avons au sein des unités, une fois que la déclaration elle est effective par la sage-femme, le parent se présente dans la même formation sanitaire au service de l'ANIP qui est implémenté pour assurer la complétude des informations et de l'enfant. Le parent rentre tranquillement chez lui. Il a en 72 heures au maximum le numéro personnel de l'enfant qui lui est adressé par SMS et il se rend sur nos différentes plateformes en ligne. Il a l'acte de naissance de l'enfant. Le numéro d'identification. Le numéro personnel d'identification de l'enfant lui parvient sur son numéro communiqué lors de l'enregistrement de l'enfant et va sur nos différentes plateformes pour obtenir l'acte de naissance de l'enfant. Il n'a pas à se déplacer après. Il n'a plus à se déplacer. Il fait tout à l'hôpital. Mieux, nous avons prévu, même à côté, un dispositif d'enrôlement au RAVIP pour les parents qui ne l'auraient pas fait. Un dispositif d'enrôlement au RAVIP au sein de la même formation sanitaire. Et quand l'enfant est enregistré, nous avons également des agents là qui accompagnent les parents, qui les forment, qui les orientent sur l'installation de nos applications et sur comment obtenir son acte de naissance en ligne.
je peux vous assurer que dès que l'enregistrement est effectif, l'acte de naissance de l'enfant est normalement disponible. Mais la politique de l'agence aujourd'hui, c'est la qualité des données. Nous ne voudrons plus qu'on nous dise l'ANIP délivre des actes erronés et autres. Et dans ce cas, nous avons mis en place un dispositif de double contrôle. Toutes les données qui rentrent au registre national des personnes physiques sont au minimum contrôlées par 2 personnes différentes. Il y a la personne qui entre la donnée, mais derrière, il y a 2 différentes personnes qui contrôlent la qualité de la donnée pour s'assurer. Donc, il y aura plus de noms mal écrits, des erreurs sur l'acte de naissance qu'on a vu par le passé. Non. Ce dispositif, vous certifiez. Ce dispositif est en place et il fonctionne correctement. C'est pourquoi nous avons dit 112 heures. Sinon, logiquement, après l'enregistrement, l'acte est normalement disponible. Okay. Mais nous nous conformons à notre politique. Alors, depuis 2021, pourquoi maintenant? Non, depuis 2021, nous avons implémenté le dispositif de déclaration. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue. Nous évaluons, nous sommes à l'écoute, nous allons vers les acteurs, nous analysons les difficultés qui se posent aux différents acteurs et nous travaillons ensemble avec les acteurs pour corriger. C'est en observant les données, en observant la différence entre la déclaration et l'enregistrement que nous sommes dit, attention, il faut qu'on fasse quelque chose. Allons vers les formations sanitaires, commençons par une phase pilote et observons les écarts. Chaque jour, nous collectons des statistiques que nous visualisons, que nous analysons. Alors, dans les formations sanitaires, qui s'en occupe? Le personnel sanitaire ou vous avez des agents affrétés pour la circonstance? Nous avons mis en place des agents pour la circonstance. Des agents qui vont s'en occuper? C'est des agents qui s'en occupent au quotidien. Par le personnel sanitaire? Le personnel sanitaire assure toujours la déclaration de la naissance par flux SS2, conformément aux dispositions de la loi. L'ANIP, à travers ses agents, procède à l'enregistrement. Mais le personnel sanitaire a déjà trop à faire, non? Vous les surchargez encore avec... Attention, ce n'est pas nous qui surchargeons. Je pense que tous les corps au Bénin sont soumis à des lois et c'est la loi qui a prévu que la charge de la déclaration d'une naissance revienne à l'agent qui a assuré l'accouchement. C'est cohérent. J'ai fait quelque chose, j'ai assuré, et bien je déclare. Voilà, sauf pour les naissances qui interviennent à domicile. Lorsqu'une naissance intervient à domicile, le parent doit se déplacer vers la mairie territorialement compétente pour procéder à la déclaration de la naissance. Et dans ce cas, c'est l'officier de l'état civil qui est responsable de la déclaration. Alors, les avantages pour les citoyens béninois, on sait que cela simplifie les démarches administratives, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est d'abord le gain de temps. Le gain, il est énorme. Déjà à l'hôpital où l'enfant est né, tu peux faire tout. Le parent peut faire la mise à jour de son numéro de téléphone. Et même si le parent a déjà fait son enrôlement RAVIP en 2017, il peut, au sein de la formation sanitaire pilote, faire la mise à jour de sa photo. Il n'a pas besoin de se déplacer avec une photo. Il va au niveau du guichet, il pose son doigt et il communique son NPI et automatiquement, la page photo s'ouvre. On prend sa photo et la mise à jour est systématique. Le gain pour le parent, encore une fois de plus, parce que normalement, le parent devrait rentrer après l'accouchement, d'accord, aller ensuite au guichet de l'ANIP dans une mairie ou dans un arrondissement d'une commune à statut particulier pour l'enregistrement de l'enfant. Mais aujourd'hui, tout se fait sur place. Il fait tout sur place. Il gagne du temps, il ne perd plus d'argent, le déplacement, même si c'est son propre véhicule ou bien sa moto, ou s'il doit prendre une moto ou autre, ou véhicule, vous imaginez, il y a également la sécurité pour l'enfant. Il n'est plus obligé de faire des allers-retours. Donc, on capte toutes les données à l'hôpital. Il y a tout ce dispositif. Il y a aussi l'accessibilité. Le parent de sa maison, il obtient le NPI de sa maison. Il obtient tous les documents d'identification de l'enfant. Et aussi, le gain énorme, c'est que l'enfant a une identité légale. Un enfant non enregistré est un citoyen sans droit. Personne ne le connaît. Il est invisible. D'accord. Monsieur Herbert Assogbar, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que le dispositif ne se limite pas aux nouveau-nés. Les parents même peuvent s'enrôler au RAVIP et tout. L'opération a-t-elle un coût pour le citoyen?
c'est à 0 francs. Le citoyen ne paie rien pour le faire. Je dis bien rien, ne paie rien. Se présente simplement avec l'enfant, donne le formulaire de déclaration de la naissance que la sage-femme lui a remis avec la preuve de son identité à elle, si c'est la mère qui s'est pointée. Et bien sûr, si on doit mettre le nom du père de l'enfant, je reste collé aux dispositions de la loi, on doit pouvoir présenter un acte de reconnaissance de paternité ou un acte de mariage des parents, pour que le nom du père de l'enfant soit mis sur l'acte. À défaut de l'acte de reconnaissance de paternité ou l'acte de mariage, qui ne sont pas reconnus. Oui, l'enfant portera le nom de sa mère. La loi l'a prévu ainsi. D'accord. Et les enfants qui sont nés avant la mise en place du dispositif du guichet unique et qui n'ont pas encore d'acte de naissance sécurisé, les parents y ont où? À la mairie ou oui, si les parents doivent aller à l'hôpital pour peut-être une consultation ou parce que l'enfant est malade, les parents peuvent toujours se pointer au guichet de l'ANIP pour faire l'enregistrement de l'enfant si, en temps, cet enfant a été déclaré à sa naissance. Mais si ce n'est pas le cas, les tests au Bénin sont très inclusifs et permettent jusqu'à 13 ans de pouvoir faire l'enrôlement au RAVIP à un enfant qui ne dispose d'aucune pièce sur témoignage et de pouvoir lui faire délivrer un acte de naissance. Donc, vous voyez comment nous sommes largement inclusifs. Donc, jusqu'à 13 ans. Jusqu'à 13 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans. On autorise l'enregistrement sur témoignage. Alors, vous en êtes à la phase expérimentale. Dites-nous tout. Expérimentation avant généralisation. C'est exactement ça. C'est notre politique. Avant de passer à l'échelle, il faut prendre un petit échantillon pour faire un déploiement, observer, corriger et être prêt à passer à l'échelle. Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous sommes très regardants sur tout ce qui se passe sur le terrain au quotidien. Et je peux vous assurer, c'est enthousiasmant pour les parents. Beaucoup font le RAVIP parce qu'ils n'en avaient pas fait. Et ils ont l'opportunité à l'hôpital de le faire. Beaucoup de parents font la mise à jour de leur numéro de téléphone. Beaucoup également en profitent, bien évidemment, pour la mise à jour de leur photographie faciale. Alors, expérimentation pour combien de temps? Et dites-nous les hôpitaux pilotes. Il y en a 10. Il y a 10 hôpitaux pilotes. L'expérimentation va durer 6 mois. N'oubliez pas, nous avons plus de 5000 formations sanitaires au Bénin. Et donc, c'est très important d'observer sur cette période et être suffisamment prêt pour passer à la phase échelle dans 6 mois. 6 mois suffisent pour observer? Largement. 6 mois suffisent pour observer. Donc, les formations sanitaires concernées, nous avons bien sûr la plus grosse formation sanitaire en matière de natalité et qui s'occupe bien des femmes. Et c'est CHUMEL, que nous appelons communément Maternité Lagune. Il y a le CNHU, et nous avons Sourouléré, qu'on appelle Koego. Nous avons l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Nous avons le centre hospitalier universitaire de Porto-Novo. Nous avons le centre hospitalier universitaire départemental de Lokossa. Nous avons le centre hospitalier universitaire départemental de Zoukoline qui est à Goro. Nous avons l'Hôte de Malte qui est à Djougou. Nous avons le centre hospitalier universitaire départemental de Borgou qui est implanté à Parakou. Et nous avons l'hôpital de zone de Natitengo. Voilà. Alors, comment communiquez-vous autour pour que les parents soient informés? Oui, d'abord, la démarche, elle est simple. Nous communiquons à travers la radio communautaire d'abord. Et deuxième stratégie... déjà, en langue nationale? Bien sûr, dans différentes langues. Bien sûr, dans différentes stratégies, c'est que là, aujourd'hui, vous m'invitez. Et l'autre approche, c'est... Nous sommes adressés d'abord à tout le personnel sanitaire, parce que c'est eux d'abord qui reçoivent les parents. Et donc, déjà, dès les premières consultations prénatales, les parents sont alertés. La sage-femme est appelée à leur demander est-ce que vous avez fait l'enrôlement au RAVIP, est-ce que vous avez un acte de mariage, et apprêter tous les documents nécessaires. Si vous ne l'avez pas fait, la sage-femme leur dit bon, à la sortie de cette consultation, allez là, à gauche, vous faire enrôler
à prêter telle autre pièce. Et donc, il y a tout ce dispositif qui est en place et qui fonctionne. Alors, la formation du personnel sanitaire à cette cause-là, vous savez, la sage-femme qui, depuis, par exemple, ça peut arriver, 18 heures, elle a fini par accoucher à 6 heures ou 5 heures ou 6 heures, fatiguée, tout ça, elle peut oublier, elle peut faire des erreurs. Oui. Comment sensibilisez-vous le personnel sanitaire à cette cause-là? Oui, merci. Je peux vous assurer que le personnel sanitaire est très responsable, en tout cas au Bénin, pour ce que nous savons. Nous discutons beaucoup avec le personnel sanitaire, avec qui nous sommes en interaction régulièrement. Et très peu d'erreurs, je dis bien, très peu d'erreurs sont commises dans la déclaration effectuée par les sages-femmes, pour ce que nous savons. Écoutez, la déclaration dure depuis longtemps, et depuis 2021, donc elles savent utiliser le code court que nous avons mis à leur disposition pour le faire. Alors, depuis l'installation de ce dispositif, est-ce que vous avez déjà une idée des enfants déjà déclarés? Il y a quelques semaines que ça a été lancé. Oui. Est-ce que vous en avez une idée déjà? Oui. Dans les hôpitaux pilotes? Oui. Oui. Je dois vous... Ce que je peux vous dire, c'est quand un enfant naît, on est d'accord, c'est quand un enfant naît qu'on déclare. Il faut que l'enfant naisse d'abord. Et donc, c'est plutôt l'écart entre les enfants qui naissent, donc la déclaration et l'enregistrement. C'est ce que nous observons. Parce qu'au quotidien, nous prenons, en termes de statistiques, le nombre d'enfants qui naissent dans la formation sanitaire, le nombre d'enfants déclarés par l'agent de santé et le nombre d'enfants effectivement enregistrés. C'est les chiffres que nous observons. Parce qu'à terme, nous voudrions que 100% d'enfants qui naissent dans la formation sanitaire soient déclarés. Ce que les sages-femmes font très bien, mais surtout que les 100% déclarés soient effectivement enregistrés. Et là, parce que c'est l'enregistrement qui leur garantit l'existence juridique. C'est là le rôle des parents. C'est là le rôle des parents. Et c'est sur ce pan que nous sommes. Et je pense à l'évolution actuelle, nous sommes à environ 95%. Pour les autres, c'est histoire de papier pour les parents. D'accord. Je constate que la phase d'expérimentation inclut uniquement les hôpitaux publics. Est-ce qu'à la généralisation, les maternités privées seront incluses? Nous sommes en train d'analyser d'ici 1 ou 2 mois. Nous allons voir l'évolution au niveau de ces des formations publiques et nous allons intégrer dans la phase pilote certainement certaines formations sanitaires privées en prenant un certain nombre d'agents que nous avons déjà sur le terrain vers ces formations sanitaires et privées. Mais c'est un système qui, bien sûr, sera étendu à l'ensemble de toutes les formations sanitaires agréées par le ministère de la Santé. Ok. Des formations sanitaires agréées. Agréées. Chaque ministère s'occupe d'un secteur donné. C'est le ministère de la Santé qui s'occupe du secteur sanitaire. Nous nous occupons de l'état civil. Merci Herbert Assogba. Je rappelle que vous êtes responsable des politiques et des partenariats et de la communication multicanale à l'Agence nationale d'identification des personnes. Vous êtes sur la Dominicale de Vérité et Franc-Parler sur Radio Cotonou ce dimanche sur ce thème, guichet unique d'enregistrement des naissances, une révolution pour l'état civil au Bénin. C'est la question à laquelle vous tentez de répondre. Mais dites-moi, est-ce que c'est réellement, au regard des éclairages que vous venez de donner, est-ce que c'est une révolution pour l'état civil au Bénin? Est-ce que ce qu'on a vu, entend par le passé, au chapitre de l'état civil, on ne le verra plus? Je voudrais vous dire que la révolution dans le secteur de l'état civil a commencé déjà avec une vision du gouvernement. La vision, elle est claire. C'est donner une identité sans univoque à tout citoyen béninois. Et ça a commencé par la loi 2017-08 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin, qui a posé les bases d'une identification fiable de la personne au Bénin. Et par ailleurs, c'est la même loi qui a créé l'Agence nationale d'identification des personnes, qui est en charge désormais
du registre national des personnes physiques et du fichier national de l'état civil. Donc vous voyez la symbiose. La symbiose, elle est claire et nette. Lorsqu'un enfant naît, on déclare l'enfant au registre national des personnes physiques, ce qui vaut déclaration à l'état civil. Au registre national des personnes physiques, l'enfant acquiert un identifiant unique qu'il conserve et qui intervient dans tous les actes administratifs de sa vie. Un enfant qui naît à l'hôpital, l'enfant est capté dès sa naissance, déclaré par l'agent de santé, les parents enregistrent l'enfant, l'enfant est dans un système qui évolue. Et ces données, il n'est plus inconnu. Ces données sont mises à jour. Lorsque l'enfant a 5 ans, on l'amène à l'ANIP, puisqu'il y a sa photo de bébé. Il a 5 ans maintenant, on l'envoie, on fait la mise à jour de sa photo, on capture ses empreintes, parce qu'à moins de 5 ans, nous ne prenons pas les empreintes des enfants. Et l'enfant a un identifiant unique qui est arrimé à tous ces actes d'état civil. Et la vision de l'ANIP, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que d'ici 2 ans, qu'on ne puisse plus demander un acte de naissance à un enfant, mais plutôt l'identifiant unique, le numéro personnel. On demande à l'inscription à l'école quel est le numéro personnel d'identification de cet enfant. Et nous, grâce à l'interopérabilité entre le système éducatif et le système sanitaire et autres bases de données, toute entité administrative qui veut un acte de naissance d'un individu nous envoie le NPI de la personne et les bases de données se parlent et on génère. Aller à l'examen, à un concours, demander l'acte de naissance, c'est pourquoi faire. On a plutôt besoin de nous assurer de l'identité de la personne. On veut que la personne qui est en face de nous soit réellement telle qu'il prétend être avec ses données. Et je peux vous assurer que c'est le registre national des personnes physiques mis en place qui, pour garantir et certifier de l'unicité de la personne, parce que tout est basé sur la biométrie. Donc ça va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup. De par le passé, vous savez, les gens pouvaient avoir pas plusieurs actes de naissance, une même personne, et se prévaloir de plusieurs identités avec plusieurs pièces. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que l'identifiant unique est arrimé à votre acte de naissance. Lorsque vous faites enrôler plus d'une fois dans notre système, le système remonte qu'il y a un doublon. Que telle personne s'est fait enrôler avec telle donnée, et voilà sa précédente donnée, et voilà la donnée actuelle. Nous analysons. Et vous faites quoi? Si c'est un cas de fraude, comprenez bien qu'il y a des instances qui s'en occupent, c'est la police. D'accord. Alors, l'autre chantier qui vous attend avant qu'on aborde la liste électorale informatisée, c'est le chantier de la déclaration des décès. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes également sur ce chantier-là. Est-ce qu'on va en arriver à un guichet unique de déclaration des décès, par exemple, dans les hôpitaux? Est-ce que c'est possible? Parce qu'aujourd'hui... c'est comme si vous êtes rentré dans la tête de notre DG. Parce que ce matin... C'est en train d'être mijoté. Vous êtes rentré exactement ce matin. Il m'a dit, mais qu'est-ce que, pour les décès, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que déjà, quand on va passer cette période d'affichage de la liste et autres, il faut rapidement qu'on puisse implémenter un dispositif pour l'adosser au guichet de déclaration des naissances, pour capter tous les décès qui interviennent également dans les formations sanitaires. Et déjà, nous travaillons déjà, même pour que même les décès qui interviennent dans les quartiers, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine que le DG a validé et le processus pour que les chefs quartiers et autres puissent nous aider par déclaration flux ISST à remonter les informations liées aux décès qui interviennent dans le quartier. Mais dans les formations sanitaires, je vous assure que ça serait effectif avant la fin de cette année. Parce que les citoyens ne comprennent pas que la personne meurt à l'hôpital avec le poids des émotions, tout ça, on fait souffrir, enfin... Vous savez, on en a parlé quand on préparait cette émission. La personne n'a pas idée tout de suite là de déclarer avec le poids de l'émotion et tout ça. La personne peut-être va revenir et puis on lui dit elle n'est pas autorisée à faire la déclaration. Est-ce que le décédé est marié? Est-ce qu'il y a des enfants majeurs et tout ça? Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, c'est un autre problème. Oui, vous savez c'est un autre calvaire qui démarre pour peut-être le frère, le parent du décédé. Le décès d'une personne, ça crée beaucoup de droits. Il y a l'émotion,
Mais derrière, il y a également les questions de succession. Et il y a des assurances qu'il faut prendre tout autour. Nous sommes preneurs pour qu'un décès qui intervient, en tout cas pour vraiment faire une mise à jour continue de notre registre, qu'un décès qui intervient dans une formation sanitaire ou qu'un décès qui est connu des autorités locales puisse être remonté par l'ANIP par un dispositif très simplifié. Et nous y travaillons à mettre en place ce dispositif, en tout cas avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Avant la fin de Vous confirmez? année. Je confirme. D'accord. Alors, je voudrais rappeler aux amis auditeurs qu'ils peuvent nous appeler dans environ une quinzaine de minutes en composant les numéros 01 52 x 52 73 01 68 87 67 00 pour poser des questions. Nous recevons également des messages WhatsApp sur le 01 52 x 52 73. Mais avant, intéressons-nous rapidement à la liste électorale informatisée. Les jours s'égrènent et rapprochent davantage des échéances de 2026 et la liste électorale informatisée est l'un des instruments pour garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral. Vous avez bien voulu qu'on prépare cette émission, qu'on en parle. Je sais que les auditeurs s'impatientent également de vous entendre sur ce chapitre-là. On a entendu récemment des auditeurs dire que tout va bien au niveau de la liste. Est-ce que vous, en tant que technicien, vous confirmez que la liste électorale informatisée devant conduire aux élections générales de 2026 est clean? Je vous assure, en toute honnêteté, que la liste électorale du Bénin, de par sa base d'extraction, est l'une des meilleures listes au monde. Je dis bien, l'une des meilleures. De par sa base d'extraction. La liste électorale est extraite du registre national des opérations du RAVIP. Mais elle est extraite du registre national des personnes physiques. Le registre national des personnes physiques, c'est une base de données biométriques de la population. Toutes les personnes qui y figurent sont dédoublonnées sur la base de leur biométrie. C'est le fondement même de la liste électorale du Bénin. Et déjà sur cette base, mais tout le travail qui se fait derrière, et toute la rigueur autour, toute l'énergie que l'équipe de l'ANEP déploie autour de cette liste, sans intervention extérieure, je peux vous assurer, du fond de mon cœur, que c'est la meilleure liste électorale qui existe. Du fond de votre cœur. Oui. Pourquoi les Béninois devront-ils vous croire? Mais si les Béninois ne me croient pas, alors ça veut dire qu'ils ne veulent croire en personne. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui figurent sur cette liste. Qui peut figurer sur la liste électorale informatisée devant servir aux élections générales de 2026? Le code électoral a prévu les conditions pour figurer sur la liste électorale. Il faut être un citoyen béninois, âgé de 18 ans révolus, au premier scrutin de l'année électorale. L'année électorale, c'est l'année 2026. Le premier scrutin, c'est le 11 janvier 2026. Et donc, tous les Béninois âgés d'au moins 18 ans, le 11 janvier 2026, et qui disposent de leurs droits civils et politiques, et qui par ailleurs sont inscrits au registre national des personnes physiques, c'est-à-dire qui ont fait le RAVIP. Le RAVIP, oui. Et je vais ajouter une condition, qui ont fait le RAVIP au plus tard le 28 septembre 2025 peut figurer sur la liste électorale informatisée. Ça veut dire que après le 28 septembre 2025, ceux qui vont s'enrôler au RAVIP n'ont pas le droit de voter. Ils vont prendre leurs documents administratifs, mais ils ne peuvent pas figurer sur la liste parce que nous avons des délais
des délais de mise à jour, des délais d'impression de la liste, des délais de transmission de la liste à la Sénat. Quels sont ces délais-là? Vous pouvez les rappeler? Merci beaucoup pour cette question. Du 13 septembre au 28 septembre 2025, nous allons afficher la liste électorale dans tous les centres de vote. Je rappelle, du 13 au 28 septembre, nous allons afficher la liste électorale informatisée provisoire. La liste électorale informatisée provisoire dans tous les centres de vote. Et les citoyens seront invités, ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas ou n'ont pas encore pu consulter leur liste et leur nom ou leur centre de vote, en faisant étoile 151 dièse, l'option 4, et en saisissant leur NPI pour avoir leur centre de vote, ils peuvent, là où la liste est affichée, consulter leur présence sur la liste électorale. S'assurer d'abord de sa présence forcément, à l'affichage. Ou même aujourd'hui, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire en composant étoile. Avec l'opération de vérification qui est en cours. Oui. Ou, mais du 28 octobre au 11 novembre, nous allons afficher la liste électorale informatisée, la LEI définitive. Du 28 octobre au 11 novembre, la LEI définitive. Et le 12 novembre, nous allons transmettre officiellement la liste électorale informatisée à la Sénat. La particularité de cette élection, c'est que si vous ne figurez pas sur la liste, maintenant, vous n'allez pas voter aux élections législatives, aux élections communales, mais également aux élections présidentielles. Si vous ne figurez pas déjà sur la liste. La liste qui sera affichée servira à la fois aux législatives, au communal et au présidentiel. Donc, c'est dire en fait que si vous ne prenez pas toutes les dispositions pour figurer sur la liste électorale maintenant, vous ne prendrez part à aucune élection en 2026. Maintenant, c'est-à-dire avant le 28 septembre. Mais si j'ai déjà fait le RAVIP et je suis béninois, j'ai joui de tous mes droits civils, politiques, il n'y a pas de raison que je ne figure pas sur la liste. Mais néanmoins, il faut toujours vérifier sa présence. Toujours. Si tout le monde, tous les Béninois peuvent faire ce geste, je pense que nous n'aurons aucun problème. Le geste de vérifier, prendre son téléphone, n'importe quel, n'importe, pour contrôler la présence sur la liste, on n'a besoin de rien. On n'a même pas besoin de crédit Internet. On n'a pas besoin de forfait appel. C'est pas flux SSD, ce n'est pas payant. C'est gratuit. Étoile 151 dièse. 4, pour vérifier sa présence. Pour vérifier. 4, vous saisissez votre NPI. Et votre centre de vote s'affiche automatiquement. Mais vous pouvez le faire pour votre voisin, pourvu qu'il connaisse son NPI. Vous pouvez le faire pour n'importe qui sur votre téléphone, pour consulter. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des électeurs pouvant voter aux élections générales de 2026, c'est-à-dire ceux qui ont 18 ans au 11 janvier prochain. Ça veut dire, en fait, la liste que nous allons afficher du 13 septembre au 28 septembre, si vous aurez 18 ans le 10 janvier, votre nom va apparaître sur la liste. Donc, même si vous avez 17 ans actuellement et vous aurez 18 ans le 10 janvier, votre nom apparaîtra sur la liste. Et ceux qui n'ont pas peut-être voté en janvier pour le compte des élections de janvier et qui ont 18 ans après. Justement. Je suis d'accord avec la pertinence de votre question. Mais vous savez, l'année n'invente pas des critères. Les critères sont fixés par la loi. La loi n'a pas prévu en état actuel ces cas. C'est ceux qui auront 18 ans révolus le 11 janvier 2026 qui seront pris en compte. Pour ceux qui auront 18 ans entre le 11 janvier 2026 et les présidentielles, malheureusement, ils ne seront pas pris en compte. Malheureusement, ce n'est pas qu'ils. Malheureusement, les tests n'ont pas prévu qu'ils soient pris en compte. Mais les tests peuvent évoluer. Mais à date, nous appliquons les tests qui existent dans la République. Mais à date, est-ce que ce n'est pas une forme d'exclusion de ces électeurs-là? Oui, mais l'ANIP ne fait pas les tests. L'ANIP applique les tests.
C'est la loi qui oblige. C'est la loi qui oblige. Nous, nous sommes preneurs. Si demain, on dit de les prendre en compte, nous les prendrons en compte. Mais là, nous appliquons la loi. D'accord. Alors, revenons sur cette opération qui est en cours de vérification des données. Vous en avez parlé tout à l'heure. Comment ça se passe? Comment peut-on faire un transfert d'un centre de vote vers un autre? Dites-nous concrètement. Est-ce que déjà, depuis le lancement de cette opération, vous avez des informations qui vous remontent quant aux difficultés, quant aux ennuis des citoyens? Oui, mais merci. Merci beaucoup. Tout ce que je tiens à rappeler que tout ce que nous faisons a un fondement légal. C'est le code électoral en République du Bénin. Toutes nos opérations sont basées sur le code électoral en République du Bénin. Et donc, pour votre question, je remercie tous ceux qui ont déjà fait le geste utile. C'est le geste utile, c'est ce message qui doit être véhiculé, distillé. C'est ce message que tout bon citoyen doit pouvoir avoir dans son esprit, pousser mon voisin à vérifier sa présence sur la liste électorale. Et nous, l'ANIP, c'est de pousser les gens à s'assurer de leur présence d'abord sur la liste électorale. Et s'ils ne sont pas confortables avec leur centre de vote, ils peuvent faire un transfert pour revenir sur votre question. La loi permet à quelqu'un de pouvoir voter où il veut. Mais la loi a mis une condition. Il faut justifier. Il faut justifier d'une résidence. Donc ça veut dire qu'il faut obligatoirement faire une déclaration de résidence pour transférer son centre de vote. Si vous votez, vous habitez où s'il vous plaît? Moi j'habite, comment on dit, Sikekodji. D'accord, mais vous avez l'habitude de voter où? Je vote à l'école primaire à Sikekodji. Public Sikekodji, oui, juste à côté. Si vous avez voté en 2023, nous vous conservons votre centre de vote. Nous ne touchons pas à votre centre de vote. Mais pour les nouveaux électeurs, ceux qui n'ont jamais voté, nous leur donnons un centre de vote de leur quartier déclaré. C'est-à-dire, ils ont fait l'enrôlement au RAVIP. Et depuis, ils n'ont pas autre résidence que la résidence qui est dans notre système, qui est la résidence déclarée à l'enrôlement au RAVIP. Il va de soi que leur centre de vote sera rattaché à leur résidence pour assurer la proximité. Maintenant, si vous désirez voter dans votre village, la loi vous donne la possibilité de faire le transfert vers votre village. Mais à une condition, que vous alliez voir votre chef de village, que vous fassiez une déclaration de résidence. Lorsque la déclaration de résidence est faite, le système de l'ANIP récupère automatiquement cette déclaration de résidence, mais ce n'est pas suffisant. Après avoir effectué la déclaration de résidence, vous allez sur notre plateforme, vous faites étoile 151 dièse, mais ici, si vous voulez utiliser le numéro court, c'est-à-dire un téléphone que vous pouvez utiliser sur le non connecté, un téléphone non connecté à Internet, sans Momo, sans rien, vous faites étoile 151 dièse, mais sur le numéro enregistré à l'ANIP. Parce qu'une déclaration doit être certifiée par la personne elle-même. Et si le téléphone était égaré entre-temps? Vous avez la possibilité de pouvoir faire la déclaration. Oui, la possibilité, non. Si vous n'avez pas la SIM, vous ne pouvez pas faire cette déclaration par flux SST. Vous allez soit faire une mise à jour de votre numéro de téléphone à l'ANIP, ou vous allez vers nos guichets en physique pour faire la déclaration. Mais par flux SST, il faut que vous le fassiez sur le numéro enregistré à l'ANIP. Et là, nous contrôlons. Est-ce que celui qui fait la déclaration, est-ce que son NPI est arrimé à ce numéro de téléphone dans notre système? Il ne faut pas que demain, quelqu'un dise, on m'a transféré vers un centre de vote que je ne veux pas. Sans mon consentement. Sans mon consentement. Et donc, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez soit sur notre plateforme e-service.anip.bj où vous téléchargez notre application mobile ANIP-BJ qui permet d'obtenir d'ailleurs toutes les autres pièces délivrées par l'ANIP pour simplement cliquer sur centre de vote. Vous allez choisir l'option modifier mon centre de vote. Ça va vous demander, vous résidez au Bénin ou à l'étranger, parce que n'oubliez pas, il y a également les Béninois de la diaspora qui sont concernés. Donc, vous précisez
vous résidez au Bénin ou à l'étranger. Vous choisissez juste l'option au Bénin et simplement, ça vous demande de choisir votre résidence. Parce qu'en temps, vous avez une résidence à Cotonou qui était déclarée. Vous avez déclaré une autre résidence dans votre village. Donc ça vous demande de choisir entre les deux. Vous choisissez la résidence. Le système vous affiche tous les centres de vote rattachés à la résidence que vous avez choisie. Parce que il peut y avoir plusieurs centres de vote dans un quartier ou dans un village. Et donc vous choisissez celui qui vous plaît. Et automatiquement, le système vous affecte le centre de vote choisi. Vous faites étoile 151 dièse. Vous choisissez l'option 4 NPI après pour consulter. Vous verrez que le système vous a mis dans le centre de vote, dans le nouveau centre de vote. C'est tellement simple. Ok. Alors, le citoyen peut déclarer, par exemple, peut faire combien de déclarations de résidence, j'allais demander. Deux. Voilà. La loi permet de déclarer 2 résidences. Une résidence principale et une résidence secondaire. Quand vous avez fait 2 déclarations de résidence dans le système, vous avez la latitude de voter où vous voulez en faisant le transfert. Quand c'est déjà déclaré, vous prenez votre téléphone simplement pour changer ou modifier selon votre présence. Mais vous devez le faire au plus tard le 28 septembre. Au plus tard le 28 septembre. La déclaration de résidence avant d'effectuer éventuellement l'opération de transfert de centre de vote et tout ça, elle est payante, cette déclaration? Elle se fait où? Elle est totalement gratuite. Okay. Et elle se fait chez le chef quartier du lieu d'accueil ou le chef du village. Parce que ça dépend. Si nous sommes en zone rurale, c'est un chef village. Si nous sommes en ville, c'est un chef quartier. Voilà. D'accord. Nous allons prendre les auditeurs qui se bousculent déjà au standard. Je rappelle que vous pouvez nous appeler sur le numéro 01 50 52 52 73 01 68 87 67 00. Nous pouvons également recueillir vos questions sur le numéro WhatsApp 01 50 2 x 52 73. Nous allons prendre un tout premier intervenant déjà en ligne. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Sébastien Nyokhoso est mon nom. Monsieur Sébastien Nyokhoso, bienvenue sur Franc Parler. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je salue votre invité, monsieur Ebia Sogba. Et pour l'année, je salue d'abord le chef de l'État, celui-là qui a eu l'idée de créer cette institution. Au deuxième niveau, je salue personnellement votre invité, parce que quand vous allez dans la maison, il est au four au moulin. Et d'autres responsables, on les voyait devant, les responsables de cette maison, sans oublier certains agents. Je dis bien certains agents, parce que d'autres agents ne sont pas à la hauteur. Bon, ici, on ne peut pas tout dire. Monsieur le journaliste, permettez-moi de faire un petit témoignage d'1 minute. J'étais dans une institution financière, j'ai eu ma carte pour pouvoir rentrer avec mon argent. Pourquoi ne pas féliciter ce que fait ces gens-là à l'année? Voilà, il y a encore la déclaration de naissance sur place. Et voilà ce qui concerne les votes aujourd'hui. Si je dis tout ça, je vais dire aux responsables de l'année que l'information, la communication manque. Au moment où l'ANIC se cherchait, et au début, il y avait la communication marchait, tout le monde est au courant. Mais aujourd'hui, où il y a des merveilleuses choses qui se font par l'ANIC aujourd'hui, pas de communication. Et chaque fois, il faut, quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait ça, il faut expliquer tout ça là. Donc, j'ai dit aux responsables de revoir la communication à leur niveau. Et pour raccrocher ce matin, l'opération de changement des lieux de vote, il vient de dire maintenant. Allez-y très rapidement. Oui, les gens ont des difficultés aujourd'hui, pas possible à y accéder. Donc on fait des demandes plusieurs fois, ça rejette. C'est dû à quoi? Est-ce qu'ils ne vont pas trouver un moyen pour alléger un peu comment l'opération, comment changer le lieu? Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'appellent, vous parlez de l'année, voilà, je veux changer mon lieu de vote, j'ai fait la demande depuis 2 semaines, je n'ai pas eu réponse.
comment il peut faire pour alléger la tâche, faciliter aux citoyens de le faire. D'accord. Merci à vous. Merci. Merci, monsieur Sébastien Yorossou. Un autre derrière vous, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, à qui avons l'honneur? Je suis Ongan Éloi, le chef quartier de Fifonsi, arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavi. D'accord, bienvenue sur Franc-Parler, nous vous écoutons. Ok, je vous ai écouté de long en large. Mais on a eu des difficultés depuis la semaine passée. Quand les gens viennent au bureau, on fait tout, ça ne marche pas. C'est hier que ça a Qu'est-ce qui ne marche pas, monsieur Rongan Éloi? Vous dites? Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc pour les transferts de vote. Ok. Ça ne marchait pas. C'est hier que ça a commencé à marcher. Et deuxième chose, il faut une mobilisation. Il faut que les crières publiques s'en donnent. C'est les difficultés que nous avons pour le moment. Je vous remercie. C'est nous. Et à très très vite. C'est nous qui vous remercions. À très vite. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Vous me recevez? Nous vous recevons. Bonjour. À qui avons l'honneur? Salut, c'est Pancho Daton depuis le stade du feu général Mathieu Kéréko. D'accord. Merci d'être sur Franc-Parler. Allô? Merci bien. Je salue l'invité de la NIP. La question que la plupart de nos citoyens se posent aujourd'hui, ils ont déjà leur carte biométrique. Et à la date d'inspiration, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tu sais, il y a beaucoup d'analphabètes maintenant qui ne comprennent pas comment fonctionne. Et il manque de communication. À l'inspiration de la carte biométrique, que faut-il faire? Que faut-il faire? D'accord. Le processus. Et comme ils sont déjà habitués à l'ancien système, donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc ils sont en possession de la carte. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, comme a dit mon prédécesseur, la NIP nous avait associés pour la communication, pour au moins expliquer beaucoup de choses dans plusieurs langues à la population, parce que les leaders d'opinion jouent beaucoup de grands rôles, ainsi que les journalistes. Et nous constatons que vous n'associez plus les leaders d'opinion pour informer la population. Et c'est ça qui cause ce dysfonctionnement-là. Donc nous allons vous demander à l'avenir d'associer les leaders d'opinion que nous sommes pour véritablement vous accompagner dans ce processus-là pour que les dysfonctionnements observés sur le terrain, les gens n'ont pas ce souci. Merci. D'accord, merci. Merci beaucoup. Paul Chaudaton, à l'instant, on poursuit au standard. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, merci de vous présenter. Moi, je m'appelle Idrissou Liani de Koumayan. D'accord. Monsieur, oui. Je salue monsieur Assoba. Allô? Oui, bonjour. Vous me recevez? Nous vous recevons. Monsieur Assoba vous salue. Merci. Moi, j'ai quelques petites questions. S'il y a des déclarants qui ne maîtrisent pas correctement le nom de leur propriétaire et de leur quartier, comment ils vont corriger ça rapidement pour que ce dernier rentre dans la possession de sa carte? 2. Les étrangers déclarent les naissances. Est-ce qu'ils sont capables d'établir leur passeport au Bénin, le passeport et autres? Les étrangers. Allô? Oui, vous parlez des étrangers. Oui. Et maintenant, je veux demander comment ils vont faire pour obtenir la carte de séjour. Vous avez compris, hein? Oui, très bien. Oui, monsieur Assoba vous a compris, on a compris également. Comment ils vont faire pour obtenir? Comment ils sont nés ici qu'ils iront aux élections avec nous? Ok. Ils sont nés ici. Ils sont nés sur
la terre béninoise. Est-ce qu'on peut les empêcher d'aller aux élections? Parce qu'il y a des ourous parmi nous qui sont capables de les accepter pour aller composer avec nous. Est-ce que ces voix-là seront comptées au moment opportun? Parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant les élections. Voilà ce que je suis venu dénoncer à monsieur Assogba et poser comme question. D'accord. C'est nous. À dimanche prochain. C'est nous qui vous remercions, Idrissou Liamidi Koumbayon. On va peut-être prendre un tout dernier. Hein. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, madame en ligne. Je salue l'invité. Merci, madame. Bonjour. Toudonou Constance Soro. Madame Constance Toudonou, nous vous écoutons. Ok. C'est ma préoccupation. Allez-y. Une femme qui a l'habitude d'accoucher dans un centre de santé public dont le bureau de l'ANIP n'est pas implanté, que faire? Comment enregistrer son bébé? C'est ma question. Vous avez compris? Très bien. On a compris, madame. D'accord. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Avec la contribution de Job Chikpe, les auditeurs se bousculent beaucoup. On va prendre un véritable tout dernier maintenant. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, monsieur Aïkédi, bonjour. Bonjour, à qui avons l'honneur? Taoufik Akouloupanon. Taoufik Akouloupanon. Akouloupanon, nous vous écoutons. Voilà. Et j'ai aimé votre invité, j'ai aimé tout ce qu'il a eu à déballer depuis 10h30 jusqu'à l'heure où vous émettez. Je le remercie beaucoup parce que c'est quelqu'un que je connais, mais il ne m'a jamais vu devant lui, il n'a jamais... Qu'est-ce que je vais dire? C'est qu'il ne me connaît pas moi, Oui. lui, Aimé Assogba, je le connais. Ok. Et je crois que malheureusement, je n'ai pas dans mon portable et ses coordonnées avant qu'il ne descende du studio. Parce qu'il y a des choses que nous devons lui signaler, mais qui ne doivent pas être exposées sur les antennes. Ça, c'est très important ce que je suis en train de signaler par ici. D'accord. Maintenant, il a dit que à partir du 28 septembre, Oui. les gens ne peuvent plus aller exprimer leur droit de vote. Et ce que mes prédécesseurs ont eu à lui proposer, je le connais sous Boubedi Cyril, parce que vous savez, c'est le gestionnaire mandataire qui a dirigé l'année pendant 3 ans. Et sa compétence n'est nulle part ailleurs, c'est qu'il est bien, Cyril Boubedi. Il a fait sous lui, il a fait sous le Rwanda, et il est en train de faire sous M. Yaoui, il me semble que le DG. Votre question, monsieur Taoufik Akouloupanon, votre question. La communication, elle en manque beaucoup. D'accord. Il faut qu'ils associent les leaders d'opinion que nous sommes. Ça, c'est très important. D'accord. Avant d'y arriver, il faut ça là. Dans toutes les langues, il faut communiquer sérieusement pour que nos femmes qui accouchent dans les maternités puissent savoir qu'il y a un guichet maintenant de formalisation pour les nouvelles naissances là. D'accord. Ça va finir pour ce dimanche matin. Merci monsieur Taoufik Akouloupanon. On va revenir maintenant en studio. Monsieur Aimé Assogba, vous avez suivi les différentes interventions. On va démarrer avec ceux qui ont se sont exprimés sur le manque de communication à l'ANIP et souhaiter que vous mettez à contribution les crieurs publics et les leaders d'opinion. Oui, mais merci beaucoup pour chaque auditeur qui est intervenu. L'ANIP s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue. Et je vous assure, ces questions qui ont été exprimées vont nous faire beaucoup de bien parce que nous allons bâtir toute notre stratégie également communicationnelle tout autour. Je puisse leur assurer que toutes les dispositions seront prises pour que les leaders d'opinion soient largement associés à nos activités qui ont un impact fort sur la population. Je tiens à rassurer également le chef quartier Onga Eloi, que les dispositions sont prises pour que les crieurs publics soient
Il n'y avait pas eu de disposition à cet effet. Vous communiquez uniquement sur les... Dans le cas des élections et dans le cas de différentes opérations à venir, les crieurs publics seront largement associés. Et je pense déjà dans la semaine à venir, on doit déjà rencontrer les CA déjà dans cette semaine. Dans la semaine qui vient, c'est les CA. Et par la suite, les dispositions sont prises pour que tous les chefs quartiers soient rencontrés, qu'on puisse leur parler de tous les processus en cours et les envoyer en mission sur le terrain et avec leurs crieurs publics pour informer largement la population. Toutes les dispositions sont prises à cet effet. Alors, on poursuit avec les difficultés liées au transfert. Oui. Il y a M. Sébastien Yorossou qui en a parlé. Il y a M. Éloi Rongan qui en a parlé également. Oui, je pense que l'erreur que la plupart de nos compatriotes commettent, c'est qu'ils veulent faire un transfert alors qu'ils n'ont pas effectué de déclaration de résidence vers le centre de vote d'accueil. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'aller sur la plateforme en faisant les 351 dièses, choisir 5 pour faire un transfert. La démarche préalable, c'est d'aller d'abord déclarer la résidence d'accueil. Si vous faites la déclaration de la résidence, vous revenez sur la plateforme, vous allez impérativement voir tous les centres, vous allez pouvoir choisir entre vos résidences et en faisant le choix de la nouvelle résidence déclarée, vous allez voir les centres de vote associés. C'est ça là, d'abord la première démarche à mener pour toute personne. Si quelqu'un me dit ici qu'il est allé faire une déclaration de résidence et n'a pas vu le centre de vote associé, ça maintenant je peux prendre. Mais nous avons noté, nous analysons, nous écoutons les gens. La plupart de ces problèmes liés à la difficulté de transfert, c'est sans ce préalable. Les gens sont habitués, de par le passé, à ne pas faire des déclarations de résidence avant de faire les transferts. Non, nous appliquons. C'est obligatoire maintenant. C'est la loi qui l'a prévu. Ce n'est pas... l'ANIP ne l'a pas inventé. La loi l'a prévu. La loi l'a prévu. La loi, c'est les dispositions de l'article 124 de la loi qui les prescrivent. Il faut le transfert autorisé, mais donc, il faut au préalable une déclaration. Ça veut dire que vous rassurez que si ce préalable est réglé, il n'y a pas de difficulté, d'autres difficultés. Il n'y a pas de difficulté. Vous en êtes sûr? Bien sûr. L'autre problème, c'est que souvent, les gens, d'accord, ils ont fait la déclaration de résidence, mais ils veulent utiliser le flux USST, la déclaration en faisant les 351 dièses, sur un numéro qui n'est pas celui enregistré à l'ANIP. Comment nous nous assurons que celui qui fait la déclaration est celui que nous avons dans notre système? Nous ne le savons pas. La déclaration n'est pas... Le transfert n'est pas fantaisiste. Le transfert est un acte volontaire. Vraiment volontaire. Et il faut le consentement de la personne. Nous, notre façon d'obtenir son consentement, c'est qu'il a choisi de transférer son centre de vote lui-même et il a été identifié par son NPI et son numéro de téléphone, entre autres, qui est déjà mis à jour au niveau des réseaux GSM, parce que les réseaux GSM ont fait une opération de mise à jour de numéro de téléphone. Voilà. D'accord. Autre question, question de Paul Chaudaton. Que faire dès que la carte biométrique vient à expiration? Il faut simplement faire un renouvellement de la carte d'identité biométrique et vous pouvez faire le renouvellement sur nos plateformes e-service.anip.bj ou télécharger l'application ANIP BJ et choisir carte nationale d'identité biométrique. Vous payez, vous choisissez votre centre de retrait. On peut faire la demande en ligne, mais on retire forcément en présentiel. Et donc vous choisissez là où vous voulez retirer la carte. Nous faisons, je rappelle, nous produisons les cartes chaque jour. C'est-à-dire que vous pouvez faire la demande lundi et votre carte, si vous n'êtes vraiment pas à l'intérieur du pays, et votre carte est prête au plus grand tard, sont 12 heures. Au plus grand tard, sont 12 heures. Au plus grand tard. Sont 12 heures. Nous produisons les cartes tous les jours. Il y a des cartes... Avant, c'était 12 jours, mais le directeur a dit non. Aujourd'hui, c'est au plus grand tard, sont 12 heures. Le DG, il a instruit, il est formel là-dessus. Tous les jours, nous faisons des productions de cartes. Tous les jours. Vous faites la demande, en ligne, nous récupérons, on produit la carte. C'est question de logistique
pour convoyer vers les postes de retrait. Juste. Mais sinon, tous les jours, nous produisons les cartes. Ok. Donc, la carte biométrique est prête. Celui qui émet une demande aujourd'hui, par exemple dimanche, peut aller vers le poste de retrait déjà mercredi ou jeudi. Au plus grand tard, mercredi ou jeudi, c'est forcément disponible. Forcément disponible. Il y a beaucoup d'assurance là, monsieur Assogba. Mais je dois vous dire ce qui se fait. Je vous assure, je dois vous dire ce qui se fait. Et c'est ce qui se fait. Et ces instructions sont fermes et sont respectées. Parce que derrière, il y a toujours un contrôle. Et quand le DG donne une instruction, soyez sûr d'une chose, il contrôle. Et si je l'affirme formellement, c'est que les contrôles ont été faits. Et c'est toujours comme ça. D'accord. Alors, le déclarant qui ne maîtrise pas son propriétaire, qui ne connaît pas le nom de son quartier, que faut-il faire pour cette catégorie de personnes-là? C'est Drissou Liamidi Koumayon qui a posé cette question. Vous comprenez avec moi qu'on veut déclarer une résidence dont on est certain. J'habite ici. Moi, je connais où j'habite. Il faut d'abord me renseigner. Il faut me renseigner avant d'aller dire je vais déclarer quelque part. Je vais déclarer quelque chose que je ne connais pas. Nous ne prenons pas des données fantaisistes. Un chef quartier qui autorise cette déclaration, il en subira les conséquences en cas de problème plus tard. D'accord. Nous restons avec le même qui a parlé des étrangers. Il y a beaucoup de questions là. Liamidi. C'est M. Liamidi qui a parlé des... En fait, je tiens à rappeler ici que les tests au Bénin n'excluent pas. Les tests au Bénin sont inclusifs. Et quand un enfant naît sur un territoire, en tout cas, en ce qui concerne la législation béninoise, quand un enfant naît au Bénin, que l'enfant soit de père et ou de mère étranger, ça ne prive pas l'enfant d'obtenir un acte de naissance béninois s'il est certifié que cet enfant est né au Bénin. Au Bénin. Et donc, le code de la nationalité est clair. Un enfant qui naît au Bénin a la nationalité béninoise. Et donc, un étranger qui donne naissance à un enfant au Bénin, dans une formation sanitaire, que au même titre que les parents béninois, fait la déclaration de naissance de son enfant. D'abord, l'agent de santé fait la déclaration de la naissance, on lui remet le formulaire, il se présente au guichet de l'ANIP avec ses pièces justificatives à lui comme parent de l'enfant et on enregistre l'enfant. L'enfant bénéficiera des mêmes droits que les enfants béninois. L'enfant est déjà béninois parce qu'il est né sur le sol béninois. Le Bénin reconnaît le droit du sol. Donc il pourra voter plus tard, il demande ça. Est-ce qu'ils iront aux élections? Attends, il y a posé comme condition et ce n'est pas mes conditions, c'est les conditions prévues par la loi. Il faut être béninois. L'enfant qui est né au Bénin, il est béninois. Et donc, bien sûr, nous n'avons pas à l'exclure. Sauf si l'enfant est exclu autrement. Mais l'ANIP n'est pas là pour exclure. Ok. D'accord. Donc, l'enfant qui est né au Bénin, issu d'un parent qui n'est pas béninois, par exemple, peut obtenir toutes les pièces, peut avoir les mêmes droits que l'enfant béninois et même voter. Et même voter. D'accord. Madame Constance Toudonou a parlé des enfants qui naissent dans des centres de santé publique où il n'y a pas de centre de l'ANIP. Oui. Elle a deux possibilités. Deux. Oui. Soit se rendre dans une formation sanitaire où le guichet est implémenté. Le système de l'ANIP est un système centralisé. Une fois que la déclaration de la naissance est effectuée par l'agent de santé, cette déclaration est déjà dans notre système. Quand on amène l'enfant pour l'enregistrement, vers n'importe quel guichet où nous sommes implantés, l'enregistrement sera effectif. Dans le système, déjà la déclaration, le lieu de naissance y est. Notre agent ne modifie pas le lieu de naissance. Notre agent ne modifie pas le déclarant, qui est l'agent accoucheur. Il complète les informations relatives à cette naissance-là. Et le parent aura le NPI de l'enfant. Et donc, oui, elle peut aller dans un guichet où le dispositif est implanté et pouvoir participer à la complétude des informations de l'enfant ou carrément se rendre dans une unité de l'ANIP. Donc, elle a le choix. Ok. D'accord. Alors, on a presque vidé toutes les préoccupations des intervenants. Vous aviez quelque chose à ajouter, peut-être rassurer par rapport à la communication, à la visibilité autour de vos actions. Oui, je tiens encore une fois de plus à remercier
et toutes les personnes qui ont contribué à cette intervention en proposant notamment que les leaders d'opinion et les chefs quartiers, les crieurs publics et tout le monde soient associés à nos activités et qu'ils en soient rassurés. C'est prévu et ils auront de nos nouvelles dans les tout prochains jours, parce que c'est là, j'avais annoncé tout à l'heure que la semaine prochaine, il y a une opération vers les chefs d'arrondissement. Par la suite, ce sera le tour des chefs quartiers et les chefs quartiers à leur tour vers leur crieur public, toutes ces dispositions. Et les leaders d'opinion, ils en ont parlé, hein? Mais bien sûr, j'avais commencé par les leaders d'opinion que nous allons rencontrer, que nous allons rencontrer dans les tout prochains jours. Vous allez les rémunérer, c'est ça? Nous allons voir ensemble le dispositif. Le dispositif, oui. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'un électeur peut-il transférer son centre de vote vers un lieu où il n'a pas établi de résidence? Nous ne savons pas s'il n'a pas établi de résidence. Nous autorisons un transfert de centre de vote uniquement quand on y a sa résidence. Et donc, ce qui nous rassure que la personne a une résidence, c'est la déclaration effectuée par le chef quartier ou le chef du village que nous avons dans le système. Ok. D'accord. Mais dites-moi, est-ce qu'un électeur, par exemple, peut faire une déclaration de résidence lorsque les centres de départ et de destination sont rattachés à sa résidence déclarée? Est-ce que c'est possible? Vous savez, j'avais dit tout à l'heure que dans un même quartier, il arrive qu'on a plus de 2, qu'on a même 4, voire 500 de vote parfois. Ça dépend de la taille des électeurs. Parce qu'en fait, la loi a autorisé la création de 10 postes de vote dans un centre de vote. 10 postes de vote. C'est ce que la loi a autorisé. Oui. Et dans un poste de vote, c'est 600 électeurs. Ça veut dire, en fait, dans un centre de vote, on a 6000 électeurs. Au maximum. 6000 électeurs au maximum. Ça veut dire quoi? Dans un quartier. 600 par poste de vote. 600 par poste de vote. Et 10 de vote. Et 10 postes de vote. Et donc 6000 électeurs. Dans un quartier où on a plus de 6000 électeurs, ça veut dire qu'on aura au moins 200 de vote. Si on a plus de 12 000 électeurs, ça veut dire qu'on va déjà à 300 de vote. Donc, il y a des quartiers où nous avons 3, 4 ou 500 de vote. Dans ces conditions, lorsque un centre de vote m'est affecté, j'ai la possibilité de choisir parmi les centres de vote de mon quartier celui qui m'est beaucoup plus proche. Et dans ces conditions, je n'ai plus besoin de repartir chez mon chef quartier ou village. Parce que tous les centres de vote se retrouvent dans le même quartier. Et j'avais déjà une déclaration de résidence dans ce quartier. Je suppose qu'à ce qu'on dit dans votre quartier, il doit y en avoir plus d'un. Certainement. Si vous allez sur la plateforme, vous devez pouvoir voir tous les centres de vote associés. Parmi les centres de vote rattachés à cette résidence, il y a forcément un centre de vote qui est beaucoup plus proche de vous, ou bien pour une raison ou une autre, vous souhaitez voter à un autre qui n'est pas forcément celui où vous êtes actuellement. Et dans ce cas, vous n'irez pas chez le chef quartier pour faire une déclaration de résidence. Parce que tous les centres de vote sont déjà dans votre quartier déclaré. Alors, les électeurs iront voter avec quoi? Il y a suffisamment de cartes maintenant, biométriques, c'est moi, cartes d'identification personnelle et tout ça. Ou bien, entre-temps, il y aura des cartes d'électeurs qui seront générées? Il n'y aura pas de carte d'électeur. L'électeur votera avec tout document portant le NPI. Il peut voter avec un permis de conduite biométrique. Il peut voter avec la carte nationale d'identité biométrique. Il peut voter avec la carte C'est moi. Il peut voter avec le certificat d'identification personnelle. Mais il y a également un arrêté du ministre de l'Intérieur qui fixera de façon exhaustive la liste des pièces à produire le jour du scrutin. D'accord.
On a oui dit qu'il y a beaucoup de morts sur, dans cette liste qui va être remise bientôt à la Commission électorale nationale autonome. Comment se fait l'appurement? Comment s'assurer que la liste qui sera remise à la Sénat ne va pas comporter de Béninois décédés? Parce qu'on a appris par le passé qu'il y a des décédés qui votent. Hein. C'est la magie peut-être, mais bon. L'ANIP ne sait pas dire si quelqu'un qui est décédé vote. Et l'ANIP ne sait pas dire non plus s'il y a des décès sur la liste électorale. Le fondement juridique de l'état civil au Bénin, c'est la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 et bien évidemment le Code des personnes et de la famille. La loi qui simplifie et qui modernise l'état civil a prescrit que si on organise les funérailles sans obtenir un acte de décès, on est sanctionné par une amende. Et donc si vous participez, vous pouvez être en train d'organiser des funérailles et la police viendra pour demander quel est l'acte de décès de la personne. Donc il faut disposer de l'acte de décès avant d'organiser les funérailles. Bien sûr, et dans ce cas, la police peut vous disperser et peut prendre tous ceux qui organisent. Mais il y a le mort qui est là. La police va voir le mort, non? Non, la preuve est la rançon des droits. La preuve est la rançon des droits. Donc quand quelqu'un nous dit parfois qu'il y a des morts, nous lui demandons, mais montrez-nous un acte de décès délivré par l'ANIP. Et de cette personne qui est sur la liste, il n'y en aura pas. Et il n'y en a pas. Personne ne peut nous produire la preuve qu'un acte de décès a été établi au profit d'une personne effectivement décédée et que son nom se retrouve sur la liste électorale. Mais le reste, lorsque nous n'avons pas l'information, nous n'irons pas dans les cimetières pour aller compter. Mais malgré ça, et je profite d'ailleurs pour le dire, l'engagement du directeur général de l'ANIP qui quand même, au-delà de ce qu'on dit, s'investit à aller chercher des données nécessaires pour avoir un système totalement fiable. Et dans ce cadre, il y a des initiatives. Dans ce cadre, des initiatives ont été menées. Nous avons récupéré la base de données des personnes décédées au niveau de la fonction publique. Nous avons récupéré la base de données des personnes décédées au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons récupéré la base de données des personnes décédées au niveau du Trésor et nous avons saisi et récupéré les personnes au profit desquelles des annonces nécrologiques ont été faites. On a 5 minutes pour finir. À l'ORTB et à Canal 3. Nous avons croisé toutes ces données avec le registre national des personnes physiques d'abord pour identifier. Là-bas, c'est d'abord identifier et nous assurer que ces personnes-là, dont la liste nous est transmise, sont effectivement au niveau du registre national des personnes physiques, en croisant nom et prénom, date et lieu de naissance, nom du père, nom de la mère et autres. Mais nous avons réussi quand même à trouver un certain nombre de personnes. Ces gens-là, nous les avons extirpés de la liste électorale informatisée provisoire. Nous avons mené les mêmes démarches vers les funérariums. Mais les informations renseignées ne nous permettent pas de certifier de l'identité des personnes décédées. Mais néanmoins, nous avons pris l'initiative de saisir le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avec une proposition de fiche ou de registre à désormais renseigner par les funérariums pour qu'à la longue, nous puissions disposer des informations fiables à extirper. Je vous dis que nous avons mené plusieurs démarches et encore, nous avons saisi les mairies pour que des personnes au profit desquelles des autorisations d'inhumation ont été délivrées, qu'on puisse nous remonter ces informations pour que nous voyons. Donc, en tout cas, nous faisons donc tout la liste qui sera remise à la Sénat en novembre prochain pourrait éventuellement comporter de Béninois décédés, éventuellement non déclarés. En tout cas, dont l'ANIP n'a pas connaissance. Ben, c'est non déclaré.
Quand on déclare, ça veut dire que l'ANIP a connaissance. Si, ça veut dire que vous répondez à l'affirmative à ma question. Moi, la seule chose que je veux... Oui. Non, les Béninois veulent entendre oui ou non. En matière de droit, il faut apporter la preuve de ce qu'on dit. Que la personne vienne nous voir et nous dit, voilà un acte de décès délivré par l'ANIP, voilà son nom sur la liste. Et là, je vais lui dire qu'il a raison, mais il n'aura pas raison parce que le système est configuré pour radier automatiquement une personne déclarée et enregistrée à l'ANIP. D'accord. Alors, deux petites questions pour finir. Si par exemple je fais mon RAVIP le 29 septembre, alors que la date limite est 28, j'ai 18 ans révolus, est-ce que je serai inscrit sur la liste électorale informatisée? Vous n'allez pas voter en 2026. Ah bon? Faites votre RAVIP. Avant le 28. Au plus grand tard le 28. Oui, au plus grand tard le 28. Donc il faut le faire maintenant. D'accord. Alors, nous parlions de ceux qui ont 18 ans après le 11 janvier. Vous avez répondu à cette question-là. Je crois que ça fait partie des recommandations des auditeurs. Que faites-vous? Que fait l'ANIP des autres recommandations des auditeurs? Toutes les recommandations des auditeurs sont prises en compte et l'ANIP travaille au quotidien dans ce sens. Mais pour les autres qui relèvent du domaine de la loi, vous conviendrez avec moi que ce n'est que l'Assemblée nationale qui peut légiférer. L'ANIP ne fait rien, par exemple, pour ceux qui auront 18 ans après 11 janvier pour éviter cette exclusion aux citoyens. Vous attendez, bras croisés, le législateur? Non, nous avons échangé avec le ministère de la Justice à cet effet et il y a une séance qui est prévue, on verra si c'est encore possible. Et sinon, ils pourront peut-être être pris en compte dans le cadre des élections futures. D'accord. Mais il faut qu'une loi intervienne. Il faut qu'une loi intervienne. Merci. Fin de franc-parler de ce dimanche. Le guichet unique d'enregistrement des naissances. On comprend que c'est une véritable révolution pour l'état civil au Bénin. Il simplifie les démarches administratives, réduit les délais et garantit l'accès à l'identité pour tous les citoyens béninois. Nous en avons parlé. Nous en savons également davantage sur la liste électorale informatisée devant servir aux élections générales de 2026, et cette liste qui sera au mai de la Commission électorale nationale autonome en novembre prochain. Merci à notre invité Herbert Assogba. Herbert Assogba, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable des politiques des partenariats de la communication multicanale à l'Agence nationale d'identification des personnes. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission pour le compte de ce dimanche 30 août 2025. Merci aux auditrices et aux auditeurs également. Je suis Brice Bilaïtedi, j'ai conduit cette émission. Merci de votre auguste attention. À bientôt. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.